Démystifier l'origine de la pensée, voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Ça va être en relation avec la lecture d'un texte que j'ai rédigé. Donc, vous pouvez cliquer dès maintenant sur le lien en bas de l'enregistrement présent pour retrouver le texte. Donc, si vous avez envie de le lire, en même temps que je vais en faire la lecture, donc dans les prochaines minutes, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Le but de l'article que j'ai écrit, c'est de naturellement démystifier la nature de la pensée. L'un des thèmes fondamentaux dans l'instruction supramentale qui a été développé par Bernard de Montréal, c'est de dire que la pensée vient d'ailleurs, donc elle n'origine pas de l'individu. Mais qu'en est-il réellement? Donc, le but du texte, c'est d'amener des éléments pour démystifier l'origine de la pensée et en faisant le pont par rapport à certaines connaissances scientifiques. Et c'est sûr que ça serait intéressant qu'éventuellement, donc, les gens qui font des études, notamment là, dans le domaine des neurosciences, de la psychologie, de la psychiatrie, puissent voir les liens qui peuvent exister là, entre ces sciences et la science développée par Bernard de Montréal, c'est-à-dire la science de l'esprit, donc qu'il a amené sur Terre. Donc, il y a une pont entre la science plus conventionnelle et la science de l'esprit qui est perçue comme plusieurs comme étant marginale. Donc, il y a une continuité entre les deux. Donc, c'est sûr qu'elle serait intéressant et c'est sûr que dans cette optique-là, eh bien, je veux mentionner aux gens qui m'écoutent que si vous avez des textes ou des références de livres qui visent à faire le pont entre l'instruction supramentale et également là, des découvertes scientifiques, eh bien, vous êtes bienvenus pour me partager là, ces informations en bas de l'enregistrement là, présent là, que vous écoutez, donc de me partager les liens. Puis en même temps, ben, ça peut être au bénéfice aussi des gens qui vont écouter cet enregistrement et aller voir les liens là, en bas qui y figurent. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, là, qu'il y ait la jonction entre la science conventionnelle et celle supramentale pour qu'il y ait une science multidimensionnelle intégrale qui permette d'avoir une compréhension beaucoup plus vaste de la nature de l'être humain. Ça serait extrêmement intéressant là, que ça puisse se développer sur Terre et que quelque part il y ait une diffusion là, de cette dernière. Donc, voilà ce que je voulais mentionner d'entrée de jeu. Donc, je vais débuter là, proprement dit là, la lecture du texte que j'ai écrit. Dans le domaine de la science matérialiste et réductionniste, la pensée est vue comme étant le fruit de l'activité du cerveau, au même titre que la production de sucre digestif s'avère le résultat de l'activité de l'estomac. Par contre, pour ce qui est de l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal, elle est conceptualisée comme venant d'ailleurs et le cerveau est comparé à une antenne radio qui capte des ondes venant de l'invisible, soit que la pensée est le produit d'une conscience qui a accès à des informations non localisées dans le cerveau physique qui pourraient provenir de ce que certains appellent l'esprit, dimension de la conscience non localisée, ajusteur de pensée ou de double éthérique ou de cerveau éthérique. Dans l'optique de faire le pont entre la compréhension de la réalité véhiculée par la science matérialiste et la science de l'esprit ou post-matérialiste, je vais faire l'étude de l'origine de la pensée. Bien entendu, le concept d'esprit, ajusteur de pensée ou de double éthérique présents dans l'instruction supramentale peuvent être perçus pour un scientifique matérialiste comme étant des mots, étant le fruit d'une mystification et d'une personnification naïve de par la conscience réflexive issue de l'activité du néocortex, donc logique et analytique, qui prend conscience après coup de l'activité du cerveau reptilien, instinctif, et celui limbique, émotif, qui génère instantanément des informations qu'elle mystifie
comme le psychanalyste peut attribuer leur origine à l'inconscient individuel ou collectif, ou comme étant le fruit de l'activité du ça, moi et surmoi. Étant donné que l'activité du néocortex visant à traduire des informations en pensées intelligibles est plus lente que celle du cerveau reptilien servant à gérer la dimension instinctive très rapide pour préserver la survie et celle limbique visant à générer les émotions, il peut y avoir un décalage entre une réaction spontanée d'une partie du cerveau et la prise de conscience réflexive par la conscience, impliquant une autre partie de ce dernier. Par exemple, c'est le cas pour la prise de conscience d'un état d'excitation sexuelle comme l'érection chez l'individu masculin qui réalise quelques secondes après que cet état d'excitation sexuelle s'avère enclenché suite au visionnement dans un film d'une séquence intersexuelle. Il y a un décalage entre l'excitation qui se produit de manière instinctive et sa prise de conscience qui a cours de manière réflexive ensuite. Ce qui arrive alors, c'est que le cerveau reptilien de nature instinctif réagit rapidement et automatiquement au stimulus perceptuel et le néocortex, qui fonctionne plus lentement, en a une compréhension réflexive qu'il peut articuler en mots quelques instants après. Quelqu'un peut croire qu'une entité astrale l'a amené à vivre un état d'excitation sexuelle ou qu'il a été possédé à son insu par une entité. Lorsqu'il prend conscience, après coup, de cet état d'excitation sans avoir décidé consciemment de l'expérimenter. La conscience du moi relative à l'activité du néocortex et de la réflexion peut interpréter l'activité venant d'autres zones du cerveau plus rapides, soit celle limbique et reptilienne, comme étant le fruit d'une conscience différente de la sienne et en venir à croire qu'elle provient d'une entité, indépendante de son cerveau lui communiquant des informations qu'elle interprète comme venant d'ailleurs. L'individu s'avère alors mystifié, malgré lui, par son fonctionnement cognitif qui lui échappe, un peu comme la personne atteinte de schizophrénie qui interprète ses informations à partir d'un état de dissociation mentale comme venant pas de lui-même, soit d'une entité extérieure à lui, alors que ce n'est pas le cas. Bien que l'explication de l'origine de la pensée en relation avec la théorie du cerveau triunique, néocortex, limbique et reptilien, peut servir à expliquer que des informations provenant d'autres zones du cerveau peuvent donner l'impression de venir d'une identité ailleurs, cela n'explique pas tout. Si l'individu perçoit des informations qui ne peuvent pas être attribuées à l'activité du cerveau limbique et reptilien sur le plan intrapsychique, la conception d'une dimension de la conscience non localisée existant en dehors de l'activité du cerveau physique peut être évoquée en guise d'hypothèse explicative. C'est ce qui est abordé par le paradigme post-matérialiste en sciences et par l'instruction supramentale. Si la personne reçoit une information dans sa conscience à laquelle elle ne peut avoir accès dans son environnement physique immédiat, au-delà des lois de la probabilité du hasard, l'existence d'une conscience qui a accès à des données localisées dans le corps physique peut être évoquée. Par exemple, c'est le cas pour le phénomène du remote viewing, dont plusieurs médiums disent avoir fait l'expérience de vision de lieux à distance ou de celle de la télépathie. Par exemple, si une personne pense simultanément à une autre qui reçoit la même pensée et qui la téléphone au même moment, alors qu'elles sont séparées sur le plan physique de milliers de kilomètres et qu'il n'était pas prévu qu'elles s'appellent à ce moment ou que cela soit susceptible que cela arrive pour des raisons d'habitude, l'hypothèse de la conscience mystifiée par l'activité du cerveau reptilien et limbique ou de l'inconscient qui traite, sans que la personne en ait conscience, des informations venant de son environnement et ses souvenirs lui donnant l'impression qu'elles viennent d'ailleurs, lorsque perçues après coup, avec décalage par le néocortex fonctionnant plus lentement, doit être écartée.
Donc, ce type d'expérience peut amener à concevoir la conscience comme étant similaire à un récepteur radio qui capte des ondes qui ont été émises dans le cosmos, soit des pensées qui viennent d'ailleurs, comme le mentionne Bernard de Montréal dans son instruction supramentale. Aussi, la conception du champ quantique issu de la physique quantique, compatible avec une conception post-matérialiste de la science, et cette instruction peut donner une hypothèse explicative à ce type de phénomène. Si nous partons du postulat qu'il existe une seule chose dans l'univers, soit le champ quantique, il est possible alors d'expliquer ce phénomène en s'appuyant sur le principe que les gens ne sont pas totalement séparés entre eux, étant donné qu'il existe un seul champ quantique qui les englobe tous, un peu comme l'océan qui englobe chacune des gouttes qu'il compose. Dans cette optique, les individus peuvent s'influencer en dépit des distances parce qu'ils sont interconnectés, comme des gens branchés sur le web qui peuvent interagir entre eux en s'envoyant des messages à distance via le réseau Internet. Par contre, il est possible d'avoir l'impression de percevoir des pensées qui viennent d'ailleurs, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, une personne en observe une autre et elle a l'impression que cela lui dit spontanément et intérieurement qu'elle est triste, et sans qu'elle y ait réfléchi activement. Ensuite, elle analyse intellectuellement l'autre personne et elle constate en effet qu'elle est triste. Elle peut alors croire que son esprit lui a dit qu'elle est triste ou qu'elle a réalisé une lecture vibratoire de l'autre. Par contre, en réalité, il est possible que son cerveau limbique lui ait acheminé cette information qu'il a traitée rapidement. Ensuite, le néocortex de la personne a traité l'information après coup pour l'articuler sous la forme d'une pensée intelligible en nommant l'émotion de la tristesse. Il est possible que la personne ait été mystifiée par l'activité d'une partie de son cerveau, lui donnant l'impression que la pensée vient d'une entité ou une conscience autre que la sienne. Dans ce cas, d'où la pertinence d'être critique envers ce type de perception et de ne pas croire spontanément qu'elle vient nécessairement d'ailleurs. Il y a sans doute une partie de l'activité de médium qui donne l'impression d'être le fruit de captations de pensées qui viennent d'ailleurs, mais qui en réalité sont le résultat de la mystification de la conscience réflexive de l'individu, ayant de telles perceptions devant des informations qui ont été traitées par des ondes de son cerveau dont elle prend conscience après coup et qui peuvent lui donner l'illusion de venir d'ailleurs. Il faut comprendre que le cerveau perçoit, filtre et enregistre un grand nombre de données avant de les acheminer à l'état conscient de l'individu, et cela à son insu. Par exemple, c'est ce qui explique que nous ne percevons pas consciemment, tout le temps, l'information à l'effet que nous respirons, bien que cette activité automatique, vitale à la survie du corps, a lieu. Donc, il faut être critique pour ne pas être mystifié par sa propre activité perceptuelle. Le danger est de croire que l'information perçue provient nécessairement d'ailleurs que le cerveau, en croyant que la source de cette dernière s'avère nécessairement et tout le temps ailleurs, parce qu'en agant ainsi, cela nourrit un biais cognitif de confirmation. Par conséquent, une partie du phénomène étant décrit comme de la voyance ou de la lecture vibratoire peut être en réalité de la captation de l'individu par un médium qui va adapter ses réponses à la personne qui consulte en ajustant ses réponses aux informations perçues sur le plan sensoriel, entre autres, par le non-verbal et son timbre de voix en lui parlant. Par exemple, si une respiration devient plus lourde lorsque la personne qui consulte aborde un sujet et son ton de voix diminue, cela peut être capté inconsciemment par celle qui fait la voyance par des ondes de son cerveau qui lui échappent, limbique et reptilien, et qui peuvent orienter ensuite son propos qu'elle va tenir en ayant l'impression qu'elle reçoit des informations venant de l'invisible à l'effet que la personne qui consulte vit une lourdeur dans sa vie.
Donc, cela est alors un reflet verbal d'une perception intuitive de l'autre personne en présence plutôt qu'une perception d'information venant d'ailleurs, c'est-à-dire n'étant pas localisée dans l'environnement immédiat. Par contre, la perception du non-verbal, comme pour la perception de données traitées implicitement par différentes zones du cerveau à l'insu du conscient, ne peut pas expliquer toutes les informations qui semblent provenir d'ailleurs. Cela n'explique pas le phénomène de la télépathie que de nombreuses personnes disent avoir vécu. Conséquemment, des informations peuvent venir dans le champ de la conscience de par l'activité du cerveau limbique et celui reptilien et également d'ailleurs de cette dernière. D'où la pertinence de ne pas croire les informations qui peuvent émerger dans le champ de la conscience comme venant nécessairement d'ailleurs de l'activité des différentes zones du cerveau qui la sous-tend. Ainsi, il ne faut pas surestimer ou nier la nature non localisée des informations pouvant être perçues par la conscience. Donc là, c'est sûr que je conclue la lecture du texte, ce que je vous mentionne comme dit précédemment. Donc, si vous avez des informations pertinentes en relation avec des découvertes de la science conventionnelle qui serviraient à faire le pont avec la science du supramental, eh bien, vous pouvez me partager là, ces informations, que ce soit à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra @hotmail.com ou également en bas de l'enregistrement présent que vous écoutez. Donc, c'est sûr que je vous remercie pour votre écoute, comme à l'habitude, et vous dis à bientôt.